Elles étaient les épouses des hommes les plus redoutés du monde, des femmes qui avaient tant vécu dans l'opulence absolue du Troisième Reich, côtoyant Hitler, assistant au faste des cérémonies d'État, habitant des domaines confisqués à des familles assassinées. Puis, tout s'est effondré en 1945. Que sont-elles devenues? Ont-elles été tenues responsables? Ont-elles regretté? Les réponses sont aussi troublantes que fascinantes. Abonnez-vous si vous voulez qu'on continue d'explorer ces destins que l'histoire officielle préfère laisser dans l'ombre. Commençons par Ilse Hess, épouse de Rudolf Hess, le bras droit d'Hitler. Leur rencontre remonte au début des années 1920, dans l'atmosphère électrique de la montée du national-socialisme. Ilse rejoint le parti nazi dès 1921, puis à nouveau en 1925, après que celui-ci eut été interdit. Chose peu connue. C'est elle qui présente Hess à Hitler, lequel joue ensuite un rôle actif dans leur union, célébrée le 20 décembre 1927 à Munich. Hitler deviendra même le parrain de leur fils Wolf, né en 1937. Quand son mari décide en 1941 de s'envoler seul vers l'Écosse dans une tentative désespérée de négocier la paix avec le Royaume-Uni, Ilse défend ses intentions avec une conviction inébranlable. Ni l'échec de cette mission, ni les années suivantes ne feront vaciller sa fidélité. Après la guerre, Ilse est arrêtée avec d'autres épouses de hauts responsables nazis condamnés à Nuremberg et envoyée dans un camp d'internement à Augsbourg. À sa libération, elle s'installe dans l'Allgäu et ouvre une pension de famille vers 1955. Mais le soutien au régime ne s'arrête pas là. Elle apporte son concours à Stillhilfe, une organisation d'aide aux membres des SS arrêtés, condamnés ou en fuite. En 1952, elle publie un recueil de lettres dans lequel figure une correspondance avec des admirateurs notoires d'Hitler. Les dernières décennies de sa vie seront entièrement consacrées à réclamer la libération de Rudolf, emprisonné à Spandau jusqu'à sa mort en 1987. Ilse s'éteint le 7 septembre 1995 sans jamais avoir remis en question un seul instant les convictions qui avaient guidé son existence. Margaret Himmler, épouse du Reichsführer SS Heinrich Himmler, représente un cas d'une ironie particulièrement saisissante. Infirmière de formation, elle avait initialement consacré ses compétences à sauver des vies pendant la Première Guerre mondiale avant de gérer une clinique privée avec le soutien de son père. Elle rencontre Heinrich lors d'une de ses tournées de conférences en 1927. Captivé par ses yeux bleus et ses cheveux blonds, il l'épouse en juillet 1928, malgré les réticences de sa famille catholique face à la différence d'âge, au protestantisme de Margaret et à son premier mariage. Leur fille Gudrun naît en 1929. Margaret ne se contente pas d'un rôle d'épouse passive. Elle adhère au parti nazi en 1928 et organise régulièrement des rassemblements pour les conjointes des hauts dirigeants des SS, même si elle y reste impopulaire. Lors du congrès de Nuremberg de 1938, les autres femmes refusent collectivement de la suivre. À la fin de 1939, elle supervise des hôpitaux de la Croix-Rouge à Berlin-Brandenburg et se rend dans les territoires occupés. Son journal de mars 1940 documente une visite en Pologne occupée, dans laquelle elle décrit les populations locales avec un mépris révélateur de l'idéologie qu'elle a pleinement intégrée. En février 1945, elle écrit encore à propos d'Heinrich avec une admiration non dissimulée, alors même que leur mariage est mort depuis des années. Elle avait découvert en 1941 sa liaison avec sa secrétaire dont il avait eu 2 enfants. Après la guerre, soumise à de nombreuses enquêtes sur l'étendue de ses connaissances des crimes de son mari, Margaret nie tout. En 1953, après une longue délibération, elle est condamnée comme profiteuse du régime nazi et écopée de 30 jours de travaux forcés, perdant ses droits de vote et toute éligibilité à une pension. Libérée, elle adopte le pseudonyme de Margaret Boden et tente d'effacer son passé jusqu'à sa mort en 1967. Lina Heydrich est peut-être la plus active de ces femmes dans la construction de la carrière criminelle de son mari. C'est son frère Hans, militant fervent du parti nazi et de la SA, qui l'emmène en 1929 à un meeting où Hitler prend la parole,
expérience qui la décide à rejoindre le parti. Elle rencontre le lieutenant de marine Reinhard Heydrich lors d'un bal de club d'aviron à Kiel, et ils se fiancent en décembre 1930, quand Heydrich est renvoyé de la marine en avril 1931 pour manquement à l'honneur. C'est Lina qui lui suggère une carrière dans les SS nouvellement créés. Son idée d'un service de renseignement SS convainc Himmler de le nommer immédiatement à sa tête, ce qui deviendra le SD sans Lina. L'un des architectes de la Shoah n'aurait peut-être jamais trouvé son chemin vers le pouvoir. En reconnaissance de la dévotion d'Heydrich à la cause nazie, Hitler offre à Lina un vaste domaine rural en Bohême, où elle emploie des prisonniers en travail forcé et où des abus physiques lui sont attribués. La famille fuit en avril 1945 devant l'avancée soviétique. Après la guerre, Lina est acquittée lors des procédures de dénazification. À travers 2 batailles juridiques contre le gouvernement ouest-allemand en 1956 et 1959, elle obtient une pension. Décision hautement controversée compte tenu du rôle central de son mari dans la mise en œuvre de la Shoah. Condamnée à la réclusion à perpétuité par la Tchécoslovaquie par contumace, elle ne purgera jamais cette peine. En 1965, lors de vacances en Finlande, elle rencontre et épouse un directeur de théâtre finlandais, principalement pour changer de nom de famille. Elle gérera ensuite la maison d'été de son premier mari sur l'île de Fehmarn, transformée en restaurant et auberge avant qu'un incendie ne mette fin à l'activité. En 1976, elle publie un mémoire dans lequel elle défend inlassablement la réputation de Reinhard Heydrich. Elle s'éteint le 14 août 1985 à l'âge de 74 ans, sans avoir jamais vraiment renoncé à cette défense. Emmy Göring, enfin, présente un profil particulier. Actrice renommée avant-guerre, elle épouse Hermann Göring le 10 avril 1935. Chose révélatrice de sa relation au régime, elle ne sollicite jamais elle-même son adhésion au parti nazi. On la lui offre comme cadeau de Noël en 1938. Emmy endosse le rôle d'hôtesse d'Hitler lors d'innombrables fonctions d'État et se proclame officieusement première dame du Troisième Reich, titre qui génère une rivalité acerbe avec Eva Braun, qu'Emmy traite avec un dédain ostensible. La situation devient suffisamment grave pour qu'Hitler somme Hermann de rappeler son épouse à l'ordre, et Emmy se voit interdire l'accès au Berghof. Pendant toute la guerre, le couple vit dans une opulence scandaleuse, manoirs, domaines et châteaux en Allemagne, Autriche et Pologne, remplis d'œuvres d'art arrachées à des familles juives et à d'autres victimes du régime. À la naissance de leur fille Eda, Hermann ordonne un hommage de 500 avions survolant Berlin, déclarant qu'il en aurait envoyé le double si c'était un garçon. Après la guerre, un tribunal de dénazification reconnaît Emmy coupable d'appartenance active au nazisme. Elle est incarcérée 1 an, 30% de sa fortune confisquée, et l'interdiction de monter sur scène lui est imposée pendant 5 ans. Libérée, elle obtient un modeste appartement à Munich, publie son autobiographie dans laquelle elle dépeint Hermann comme un homme aimant et attentionné, et défend sa mémoire jusqu'au bout. Elle meurt à Munich le 8 juin 1973, à l'âge de 80 ans. Ce que ces destins révèlent, c'est une réalité inconfortable. Aucune de ces femmes n'a pleinement reconnu sa part de responsabilité. Certaines furent jugées, sanctionnées, contraintes à changer d'identité. D'autres obtinrent des pensions, échappèrent aux poursuites et continuèrent de défendre les hommes dont les noms resteront à jamais associés aux pires crimes du siècle. La question de leur culpabilité propre reste ouverte, et c'est peut-être précisément ce qui la rend si dérangeante encore aujourd'hui. Partagez cette vidéo, laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus troublé et rejoignez cette communauté. Parce qu'ici, chaque semaine, on regarde en face les pages de l'histoire qu'on préférerait parfois ne pas avoir à lire.